Alors, la deuxième présentation concerne les déficits immunitaires primitifs. Donc, ça va être les 10 recommandations devant un déficit immunitaire primitif. Donc, comme vous le savez, c'est pas une pathologie qui est rare. En fait, il y a une augmentation du nombre de cas de déficit immunitaire en fait dans le monde, et dans notre contexte, le fort taux de consanguinité fait qu'il y a une augmentation de l'incidence de cette pathologie. Donc, il faut savoir les situations dans lesquelles il faut penser au déficit immunitaire. Alors, en fait, c'est des maladies qui sont liées à une anomalie génétique du système immunitaire. Généralement, il s'agit d'un blocage de la différenciation de la lignée lymphoïde ou myéloïde. En fait, c'est une anomalie génétique qui va être à l'origine d'un défaut de maturation de la lignée lymphoïde ou myéloïde. Alors, la prévalence elle est estimée à 29 cas sur 100 000 aux États-Unis, et selon le registre national, 1030 cas ont été identifiés en 2018. Actuellement, on compte plus que 354 maladies génétiquement identifiées, et que les déficits de l'immunité hémorragique représentent la forme la plus fréquente. Ils sont plus fréquents que les déficits de l'immunité cellulaire, qui sont la forme la plus sévère et qui représentent une urgence diagnostique, parce que c'est des formes qui se voient chez le nouveau-né, et vous avez une lymphopénie, et donc qui majore le risque infectieux. Sur le plan clinique, la symptomatologie il est très variable, et les enfants atteints de déficit immunitaire développent des infections. En fait, ils ont une susceptibilité génétique de développer des infections, et parfois pour chaque type de déficit immunitaire, vous avez une infection à un germe particulier. Les manifestations ne se limitent pas uniquement aux infections. Il faut dire que ces enfants développent également de l'auto-immunité, la fréquence de certaines cytopénies auto-immunes. Bon, excusez-moi, la fréquence des cytopénies auto-immunes, notamment des anémies, des thrombopénies, de l'auto-inflammation, comme la fièvre familiale méditerranéenne, de l'infoprolifération, et parfois l'évolution vers des lymphomes, et l'allergie qui est parfois une expression très, très importante du système immunitaire. Alors, c'est vrai que la compréhension de la physiopathologique du déficit immunitaire, elle est très importante. Pourquoi? C'est pour pouvoir orienter le bilan immunologique et génétique, parce que comme vous savez, c'est des examens qui coûtent cher, et que vous ne pouvez pas demander toute la liste du déficit immunitaire. Donc, il faut savoir chercher les signes qui vous orientent vers un tel ou un tel déficit immunitaire. Donc, généralement, on a dit tout à l'heure que c'est un défaut de maturation de la lignée myéloïde ou de la lignée lymphoïde. Alors, lorsque la mutation génétique interfère avec la maturation des polynucléaires, de la lignée myéloïde, il n'y aura pas de polynucléaire. Donc, vous allez avoir une neutropénie, et l'exemple, c'est celui de la neutropénie congénitale sévère. Lorsque l'anomalie génétique qui siège à ce niveau interfère avec plutôt pas avec la fonction des macrophages et des monocytes. Ça veut dire que le taux ici de polynucléaire, il est normal, mais c'est la fonction qui est altérée. Et l'exemple est celui de la granulomatose septique chronique. Lorsque l'anomalie génétique interfère avec la maturation de la lignée lymphoïde, avant même la différenciation en B et en T, lorsque l'anomalie siège ici, d'accord, vous allez avoir un déficit immunitaire commun sévère, combiné sévère. Alors, lorsque la mutation génétique interfère avec la maturation en lymphocyte B, donc il n'y aura pas de lymphocyte B, et comme vous savez, les lymphocytes B sécrètent les immunoglobulines, donc vous allez avoir une A-gamma-globulinémie. Lorsque l'anomalie génétique interfère avec la fonction, c'est-à-dire que le taux de lymphocyte B, il est normal, mais le problème, il est fonctionnel, vous allez avoir un déficit immunitaire commun variable qui peut se voir même à l'âge adulte. Lorsque l'anomalie génétique siège au niveau de interfère plutôt avec la maturation des lymphocytes, donc il n'y aura pas de lymphocyte T, donc ça touche l'immunité cellulaire, donc vous allez avoir un déficit immunitaire combiné. Et lorsque l'anomalie génétique interfère avec la fonction, c'est-à-dire que le taux de lymphocytes il est normal, mais c'est un problème fonctionnel, c'est le classique syndrome de Wiskott-Aldrich.
La classification, en fait, il y en a plusieurs. La dernière classification du journal clinique d'immunologie, pardon. Alors, la dernière classification, c'est important de faire une classification qui normalement découle de la physiopathologique du déficit immunitaire. Donc, vous avez un déficit immunitaire combiné qui touche les lymphocytes T et B, c'est-à-dire l'immunité cellulaire et humorale. Un déficit immunitaire uniquement humoral qui touche les lymphocytes B, un déficit de la phagocytose et de l'opsonisation, c'est-à-dire un déficit qui touche les polynucléaires et les monocytes, un déficit de l'immunité innée. L'immunité innée, c'est la première phase de l'immunité qui normalement implique les monocytes, les natural killers, les cytokines. C'est une phase qui est très rapide et qui n'a pas de mémoire immunologique parce qu'il n'y a pas de contact préalable avec l'antigène. Il y a les pathologies auto-inflammatoires comme la FMF, le TRAP syndrome, le syndrome de Marshall. Il y a les déficits en complément. Attention, il faut penser, quand vous avez une méningite récurrente, il faut penser aux déficits en complément. En dernier, vous avez les phénocopies des déficits immunitaires, c'est-à-dire que pour une anomalie génétique, on peut avoir plusieurs phénotypes. Alors, la complexité de ce syndrome du déficit immunitaire fait qu'il est impliqué dans plusieurs pathologies. Vous pouvez avoir des infections. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est une prédisposition à un type d'infection. Vous pouvez avoir de l'allergie, de l'auto-inflammation, de l'auto-immunité, d'accord, et à l'évolution, vous pouvez avoir vraiment des cancers. Donc, ceci fait la complexité de ce déficit immunitaire. Alors, le plus important, c'est quand évoquer un déficit immunitaire. Alors, devant des infections précoces, et je veux dire là, par des infections ACMV qui surviennent les premières semaines de vie, il faut penser au déficit immunitaire. Des infections sévères. Sévères parce qu'ils nécessitent un traitement par voie intraveineuse ou bien une hospitalisation, soit devant des infections persistantes. Persistantes du fait soit de l'inefficacité du traitement, parce que c'est des infections opportunistes qui nécessitent finalement un traitement spécifique, ou bien parce qu'ils ne répondent pas au traitement habituel. Des infections inhabituelles, du fait du germancose, soit le pneumocystis, le CMV ou l'aspergillus. Soit c'est des infections qui sont récidivantes. Excusez-moi. C'est des infections récidivantes, mais à germe habituel, mais qui récidivent dès l'arrêt du traitement. Devant une cassure de la courbe pondérale, pensez au déficit immunitaire. Et bien sûr, quand vous avez le caractère familial, c'est-à-dire des infections dans la fratrie ou des décès précoces. Alors, la recherche d'un déficit immunitaire, elle débute toujours par le phénotype. Alors, je m'explique. Alors, avant d'aller vers les explorations immunologiques, il faut vraiment fouiller dans l'histoire clinique. Parce que l'histoire clinique, elle est très importante. Elle va vous orienter vers les investigations immunologiques. Donc, on cherche l'arbre généalogique, les antécédents familiaux, antécédents d'infection, de cancer, d'auto-immunité, de granulome et d'allergie. Est-ce qu'il y a un syndrome lymphoprolifératif, développemental, autre atteinte d'organes, une cassure de la courbe pondérale. Et après, quand vous pensez à un déficit immunitaire, vous allez demander un hémogramme, un dosage des immunoglobulines, des sérologies post-vaccinales, mais en général, on ne les fait pas au Maroc, ça se fait ailleurs, un immunophénotypage lymphocytaire, et bien sûr, autres tests spécialisés en fonction de votre enquête et de votre premier bilan d'intention. Et bien sûr, après avoir confirmé sur le plan immunologique, vous allez passer à l'étude génétique. Alors, le premier bilan, en première intention, vous allez demander une NFS. Alors, elle dépiste une anomalie cellulaire quantitative ou qualitative. Vous pouvez voir, on commence toujours par voir le taux de lymphocytes. Et c'est très important, il faut interpréter le taux de lymphocytes en fonction de l'âge de l'enfant. On peut voir également si l'enfant présente une neutropénie, une anémie ou une thrombopénie. Et comme je vous ai dit, il faut toujours interpréter le taux de lymphocytes en fonction de l'âge de l'enfant, parce que vous avez une lymphocytose physiologique la première année de vie. Alors, toujours dans le bilan de première intention, on demande le dosage des immunoglobulines, IgG, IgA, IgM. Et avant, on demandait l'électrophorèse des protéines plasmatiques pour chercher le fameux pic gamma, mais actuellement, ça se fait plus.
Et on interprète les immunoglobulines IgG, IgA, IgM en fonction de l'âge de l'enfant. Et quand on a un taux qui est normal, on passe aux sous-classes d'immunoglobulines 1, 2 et 3. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va insister sur les 10 commandements pour diagnostiquer plus que 330 déficits immunitaires. Alors, le premier commandement, c'est penser au déficit immunitaire chaque fois qu'un patient présente une infection inhabituelle par sa récurrence, s'il fait plus de 4 infections par an, par sa sévérité, par le germe en cause ou des signes associés, notamment d'auto-inflammation, d'auto-immunité ou d'allergie. Alors, le deuxième commandement, lorsqu'un déficit immunitaire primitif est suspecté, il faut exclure toujours une infection à VIH. D'accord? Donc, c'est la première étape. Il faut exclure une infection à VIH et toujours comparer les données de l'hémogramme, du dosage des immunoglobulines et de la numération des sous-populations aux normes pour l'âge de l'enfant. Et le troisième commandement, c'est que quand vous avez 2 pneumonies et 4 otites en moins de 12 ans, en moins de 12 mois, il faut penser à un déficit en anticorps. Et dans ce cas, il faut demander un dosage pondéral des immunoglobulines IgG, IgA, IgM et IgE. Et là, vous avez au niveau de l'application que vous pouvez télécharger au niveau de l'App Store. C'est l'application de Deep Phenotypical Diagnosis. Vous pouvez la télécharger en parallèle avec moi si vous voulez et on va voir le reste des 10 commandements. Alors, le quatrième commandement, quand vous avez une agammaglobulinémie, c'est-à-dire une diminution des 3 types d'immunoglobulines, IgG, IgA, IgM, il faut évoquer la maladie de Bruton si vous avez des lymphocytes B. Si vous n'avez pas de lymphocytes B, c'est le déficit immunitaire commun variable. D'accord? Alors, lorsque vous avez un déficit sélectif en IgA, en général, le déficit sélectif en IgA, il est asymptomatique. Il faut toujours associer le dosage des sous-classes d'immunoglobulines, IG1, IG2, IG3, et le titre des anticorps antipneumococciques, parce que le déficit, il est asymptomatique et il est souvent associé au déficit en sous-classe. Alors, on passe au 5e commandement, d'accord? Devant des infections opportunistes, pneumonie interstitielle à CMV, ou à pneumocystis jirovecii, une diarrhée chronique et ou MUG persistant, il faut évoquer le déficit cellulaire, c'est le déficit immunitaire combiné. D'accord? Lorsque vous avez une lymphopénie moins de 3000 avant l'âge de 2 ans, c'est le déficit immunitaire combiné sévère. Vous allez télécharger au niveau de l'application. Alors, lorsque vous évoquez le déficit immunitaire combiné sévère ou le déficit immunitaire combiné, il faut demander la numération des sous-populations lymphocytaires. C'est les CD3, c'est les marqueurs de lymphocytes T, les CD4, des lymphocytes T auxiliaires. Les CD8, c'est les marqueurs des lymphocytes T cytotoxiques, les CD16, natural killer. Les lymphocytes CD19 qui sont les marqueurs de lymphocytes B et l'expression de l'antigène monocytaire HLA-DR. Alors, lorsque vous avez un défaut d'expression de l'HLA, c'est-à-dire un défaut d'expression des antigènes monocytaires HLA-DR, associé à une lymphopénie aux dépens des CD4+, qui sont les marqueurs des lymphocytes T, c'est le plus fréquent des déficits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En l'absence de lymphopénie, le déficit serait dans ce cas fonctionnel. Alors, pour le 6e commandement, lorsque vous avez un début clinique qui est précoce, moins de 3 mois, des abcès hépatiques, une chute retardée du cordon ombilical, des infections bactériennes sans peu, ou l'identification d'un aspergillose, il faut penser au déficit congénital des phagocytes. Lorsque le déficit est quantitatif, c'est-à-dire vous avez une neutropénie sur la NFS, c'est une neutropénie congénitale, d'accord? Lorsque le déficit il est fonctionnel, vous avez 2 diagnostics, soit la granulomatoseptique chronique, qui est normalement due à un défaut de microbicide des macrophages, donc dans ce cas le taux il est normal, et vous avez une susceptibilité accrue aux infections à Staph aspergillus. Soit un déficit en molécules d'adhésion leucocytaire, qui est un déficit qualitatif au niveau des leucocytes. Après, il y a de terminer, Naïma, pour rapidement, il reste pour la discussion. D'accord. Alors, et certains déficits qui sont syndromiques, qui sont très suggestifs, comme l'ataxie télangiectasie, le syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome de Griseli et le syndrome de Dijors.
Il reste uniquement 2 plaques. Alors, pour le 8e commandement, les infections aux mycobactéries atypiques, notamment, on inclut et le BCG, c'est les enfants qui présentent des BCG suite à la vaccination au BCG. D'accord? Parfois aux salmonelles. Pensez à la susceptibilité mendélienne aux mycobactéries et dans ce cas, on demande la sous-population. Si la sous-population elle est normale, vous explorez l'axe interleukine interférent. Alors, si tout est normal, pensez au déficit en complément, au syndrome d'hyper-IgE, un déficit de l'immunité innée qui prédispose aux infections à herpès, à candida et à pneumocoque, et en dernier, à certaines maladies auto-inflammatoires comme la FMF et le déficit en mévalonate kinase. Et en dernier, le diagnostic d'un déficit immunitaire, il est clinique. Ainsi, la normalité des bilans immunitaires ne permet pas d'exclure les autres déficits immunitaires demandés, dans ce cas, l'avis d'un expert. Alors, donc, je termine, je passe rapidement à la conclusion. Merci beaucoup parce que alors, il faut laisser le temps pour la discussion. D'accord, donc je passe rapidement à la conclusion. Pensez à éliminer un déficit immunitaire primitif devant des infections sévères et récurrentes. Devant toute suspicion d'un déficit immunitaire, il faut toujours exclure d'abord l'infection à VIH. Et il faut savoir que la définition, elle est avant tout clinique. Donc, ne pas éliminer un déficit immunitaire devant la normalité des explorations immunologiques. Et il faut savoir rechercher un déficit qui est non classique. Pour pouvoir faire un diagnostic précoce avant l'installation des complications. Et je vous remercie.